je comprends pas. Je ne comprends pas comment un tel film a pu sortir. Je rappelle quand même qu'on parle de la suite du plus grand succès de Disney, de l'histoire. Déjà que le premier était pas terrible, il y avait quand même beaucoup de problèmes. Si vous voulez que je vous fasse une critique du 1, dites-le-moi en commentaire. Mais il y avait beaucoup de trous scénaristiques, beaucoup de chansons qui étaient moyennement moyennes, et un peu trop de surestimation du public au fil des années. Au final, aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, on s'aperçoit quand même que c'était pas non plus l'animé le plus fou que Disney ait créé. Mais suite au succès qu'il a eu, on pourrait au moins s'attendre que le deuxième opus soit d'une qualité relativement supérieure. Or, c'est pas vraiment le cas. À la limite, je me demande même s'il n'y a pas plus de problèmes dans le 2 que dans le premier. Et en même temps, malgré tous les problèmes et la déception que ce film a pu me faire ressentir, je dois bien avouer que aucun autre film ou animé ne provoque chez moi autant de sentiments contradictoires. Pour ainsi dire, j'adore et je déteste ce film en même temps, c'est extrêmement perturbant si vous saviez. Le pire, c'est que dans ce film, il y a autant de bonnes idées que de mauvaises. Bon, plus de mauvaises que de bonnes, malheureusement, disons que pour chaque bonne, il y en a au moins 2 ou 3 de mauvaises qui viennent tout gâcher, mais il serait injuste de dire que cet opus est un navet absolu, bien sûr. Comme dirait Lick the Sun, aucun film n'est sans défaut, aucun film n'est sans qualité. Hello à tous, ici Skull Shadow, et aujourd'hui je vous fais part de ma critique sur La Reine des Neiges 2, une critique que je voulais faire depuis très longtemps, mais quand je dis critique, je ne parle pas d'un ressenti personnel global sur tout le film, je parle bien d'analyse pratiquement scène par scène. Et il va sans dire que cette critique se fera sûrement en plusieurs épisodes, vu tout ce qu'il y a à dire. Bon, avant de commencer, est-ce que j'aurais vraiment besoin de faire un résumé du premier film de La Reine des Neiges? Je pense que globalement, tout le monde s'en souvient. Mais bon, pour rester professionnel, il serait peut-être préférable de le faire au moins pour les 2 blaireaux du fond qui n'ont pas écouté. Je vous préviens, quand je dis résumé, ça veut vraiment dire résumé. Parce que j'ai pas que ça à faire, le sujet principal sera déjà assez long pour lui-même. En fait, je préviens, cette vidéo contiendra beaucoup de spoils. Donc, dans le joli royaume d'Arendelle, probablement dans le nord de l'Europe, le couple royal a 2 filles, Elsa et Anna. Elsa l'aînée, qui a le pouvoir de contrôler la glace. Seulement un jour, alors qu'elle jouait, un accident survient, menaçant de mort Anna. Les parents les emmènent voir les trolls, qui, pour guérir la petite rouquine, décident de lui supprimer tout souvenir des pouvoirs d'Elsa. Je me demande pas la logique, j'ai toujours pas compris. Quand je vous disais qu'il y avait des trous scénaristiques. Suite à quoi les 2 parents vont décider d'élever les 2 fillettes séparées pendant plusieurs années. Suite à quoi, pour un voyage inconnu, les 2 parents meurent. Évidemment, c'est un Disney. Elsa est couronnée, sauf qu'on découvre qu'elle a des pouvoirs. Donc elle s'enfuit, libérée et délivrée. Anna veut retrouver Elsa, elle rencontre sur le chemin Christophe, qui est un marchand de glace. Pas comme celui que vous pensez. Elle rencontre également Olaf, le bonhomme de neige merchandising qui a été créé par Elsa. Après quelques mésaventures, rencontre entre les 2 sœurs. Elsa blesse accidentellement Anna, encore une fois. Anna est raccompagnée au château, où elle doit recevoir un vrai baiser d'amour de son fiancé, puisque ça marche toujours comme ça dans les contes de fées. Seulement en fait, on apprend qu'il ne s'intéresse à elle que pour la couronne. Donc après, ça devient le méchant. À cause du sortilège d'Elsa, Anna est transformée en statue de glace, sauf que ramenée à la vie par l'amour de sa sœur. Non, c'est pas dégueulasse. Et le petit fiancé est arrêté. Voilà. Et le royaume vit très heureux. Voilà, ça c'était le résumé. Encore une fois, si vous voulez que j'en parle plus en profondeur, dites-le moi en commentaire. Donc 6 ans plus tard, La Reine des Neiges 2 sort enfin. Le film commence par un flashback, ou quelque chose s'en approchant, où on voit les 2 sœurs qui sont encore toutes petites. Et les parents encore en vie, bien sûr. Leur père, le roi, décide de leur raconter une aventure qui lui est arrivée lorsqu'il était encore prince. Il leur raconte que, pas très loin du royaume d'Arendelle, il y a une terre soi-disant magique, où vivait un peuple de paysans en parfait accord avec la nature. Enfin, disons qu'ils vivaient en accord avec la magie de la forêt. Bon. C'est à peu près ce qu'on en sait au début. Du coup, le roi de l'époque, donc le père du père d'Elsa et d'Anna, bref leur grand-père, a décidé, pour sceller la paix qui régnait entre son peuple et le peuple des paysans, oui bon, ok, c'est pas les paysans, ils s'appellent les Nortuldra, mais bon, c'était pouilleux. Il décida de leur offrir un barrage pour qu'ils ne manquent jamais d'eau. Bon. Techniquement, on va dire que c'est un beau cadeau. Et alors que leur rencontre diplomatique se passait extrêmement bien, un conflit a éclaté entre les 2 peuples sans qu'on sache vraiment qui a attaqué l'autre en premier. Et soi-disant, toute cette agitation, cette guerre a mis les esprits de la nature en colère, qui se sont mis littéralement à vouloir tuer tout le monde, habitant d'Arendelle comme Nortuldra. Le père des 2 héroïnes, dont on ne sait toujours pas le nom d'ailleurs, il me semble, a été miraculeusement sauvé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a entendu une voix. Peu de temps après ce gros incident, il y a une barrière magique qui est apparue et qui empêche quiconque d'entrer ou de sortir de cette forêt magique. Suite à cette histoire, les 2 gamines, bien sûr, sont très émerveillées et se posent beaucoup de questions, et pour les aider à s'endormir, leur mère, dont on ne sait toujours pas le nom d'ailleurs, leur chante une berceuse, qui est la première de beaucoup de chansons du dessin animé. Ah oui, et avant de leur chanter la berceuse, elle leur parle d'Atoalan, une rivière magique dont on sait pas grand-chose pour l'instant. Voilà, alors déjà, le premier problème que l'on peut avoir avec ce début, il faut le dire, il spoil
beaucoup trop. Sérieusement, on est au courant de l'existence de la forêt enchantée, des Nord-Tuldra, de la rencontre entre les deux peuples, la guerre qu'il y a eu, des esprits de la nature qui se sont mis en colère, limite on connaît même leur apparence lors de la présentation des menhirs où il y a leur symbole, on sait évidemment que le père a été sauvé, on sait que le brouillard est tombé, qu'il y a une barrière magique, on fait semblant de se poser de la question « Ah là là, est-ce que les esprits vont se réveiller un jour ?» On est au courant de l'existence d'Atoalan, tout ça dans les 5 minutes. Gros développement. Ça fait beaucoup d'informations pour un début quand même. Surtout que, histoire vraie, ma première réaction en entendant la berceuse de la mère d'Elsa et d'Anna, c'était « Je me demande si cette chanson contient des indices qui joueront un rôle important dans le restant de l'intrigue. » Voilà. Réponse à la suite de l'épisode. Le titre apparaît enfin, et nous arrivons dans le temps présent, où nous retrouvons notre très chère Elsa, accoudée à un balcon. Alors, je tiens à prévenir d'une chose, je suis un gros fan d'Elsa. Déjà dans le premier, je trouvais son design absolument magnifique, je la trouve toujours aussi belle, mais plus encore, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Elle a été, entre guillemets, psychologiquement torturée depuis son plus jeune âge, elle a encore beaucoup de mal à avoir de l'assurance, elle a peur d'elle-même, elle a peur de faire du mal aux autres. Bref, un personnage très intéressant, que je trouvais déjà beaucoup trop sous-exploité dans le premier. Petit détail amusant, pendant que la caméra se rapprochait, on pouvait voir que le château était décoré avec des arcades de glace. Et honnêtement, j'aime bien ce détail parce que ça fait un raccord avec la fin du 1, en fait, où Elsa, littéralement, ajoutait beaucoup de décorations en glace. Et le fait qu'ils aient gardé ça dans le 2, je trouve ça super. Bref, Elsa rêvasse un peu devant le paysage, jusqu'à ce qu'un conseiller l'appelle et lui dit que le conseil l'attend pour des affaires d'État. Surprise, Elsa se gèle les mains à la rambarde. Mémorisez bien ce moment, on va y revenir plus tard. Et alors qu'elle est en train de suivre le conseiller, elle entend une mystérieuse voix au loin qu'elle est apparemment la seule à entendre. Est-ce que ce serait pas déjà un raccord avec ce qu'on a entendu dans l'intro ? S'ensuit alors une magnifique transition qui nous fait voyager par monts et vallées au-dessus de la ville d'Arendelle pour retrouver Anna qui est en route pour un pique-nique avec Olaf. Alors oui, il s'agit d'une scène qui a été littéralement en bande-annonce, mais on peut constater une chose, visuellement, c'est magnifique. Graphiquement, ça ne ressemble à aucun autre film de Disney. Je trouve que c'est encore plus beau que Vaiana. Là, vraiment, avec les effets de lumière qu'il y a et tout, on sent déjà qu'on est dans la prochaine génération des dessins animés. C'est magnifique. Là-dessus, on sent quand même que Disney a élaboré une sacrée technologie, enfin, pour autant que je m'y connaisse. Hein. Même Anna, qui ne me faisait ni chaud ni froid dans le premier, paraît encore plus mignonne maintenant. Bon, poursuivons. La discussion s'entame entre Larousse et le bonhomme de neige, qui apparemment a une crise existentielle, sur le fait que le temps passe et de grandir et tout ça. Et déjà, on retrouve encore une fois ce syndrome de spoil, où on va toujours absolument teaser ce qui va se passer. Olaf fait référence aux changements qui nous guettent tous. Voici sur ça, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pour annoncer la suite, mais vous n'avez pas besoin de nous préparer à ce point-là, à ce qui va venir. Hein. Techniquement, on a déjà vu la bande-annonce, on va rester à la fin du film, hein, c'est pas grave. Anna le rassure, et s'ensuit alors la deuxième et vraie chanson du film, qui pour le coup était relativement décevante à mon goût. Alors attention, c'est un goût personnel, hein. Je sais que les chansons, les musiques, tout ça, les goûts et les couleurs, c'est très subjectif, mais... Quand je vous ai dit que j'avais chipoté sur beaucoup de détails, c'était vrai. Je veux dire, là, déjà, le titre de la chanson, déjà, moi, me pose déjà beaucoup de problèmes. Le titre de la chanson en français, c'est « Point d'avenir sans nous ». Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur quoi va porter la chanson ? Je ne vois pas. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Le titre de la chanson en VO, c'était « Some things never change ». Traduit littéralement en français par « Certaines choses ne changent pas ». Là, ça prend quand même vachement plus de sens. Après, quand on écoute la chanson, on comprend qu'effectivement, les personnages disent globalement qu'ils sont bien dans la situation actuelle, ils sont heureux, tout ça, tout ça. Mais le titre en français, lui, laisse croire que justement, ils sont impatients de connaître l'avenir, qu'il n'y aura pas d'avenir sans eux, qu'ils seront là, quoi. Ils seront présents, ils seront heureux d'être présents pour cet avenir. Alors que c'est justement l'inverse. Ils n'ont pas envie d'un avenir. Comme le dit Elsa elle-même dans la chanson, jamais je n'ai demandé une ère nouvelle. Le titre dit pratiquement l'inverse. Surtout qu'en plus, dans la chanson, le vrai refrain, c'est « Pour moi, rien ne change ». C'est pas point d'avenir sans nous. Alors, et encore une petite anecdote croustillante sur cette chanson. Bon, je vais pas vous faire l'analyse complète, mais il y a un truc qui m'a toujours dérangé. C'est déjà la première phrase de la chanson. C'est fort quand même. Hein. Première chose que dit Anna, « Oui, le vent qui se lève vient du nord, il nous rend plus vieux, plus forts. » Quoi ? Le vent du nord vous rend plus fort et plus vieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que la même phrase, dans la version originale, c'est traduit à peu près mot pour mot. Oui, le vent mordant est plus froid, et nous sommes tous en train de vieillir. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ils n'ont pas juste traduit bêtement et juste ET, quoi. Je veux dire, pourquoi il nous rend ? Ça vous aurait pas fait perdre de syllabes ou quoi ? Bref, après la chanson est mignonne et on voit à peu près tous les personnages qui vivent leur vie, qui disent qu'ils sont heureux, que tout va bien, voilà, c'est bien. Même si évidemment le passage le plus intéressant est celui d'Elsa. Si, c'est objectif. On y voit entre autres Christophe qui prévoit de demander Anna en mariage, et mémorisez bien ça aussi parce qu'on va y revenir plus tard. Christophe, la note va être salée. Et après la chanson, nous retrouvons nos 5 protagonistes qui font un jeu de... Attendez une minute, vous trouvez pas qu'il manque quelque chose là ?
Attendez, qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque exactement? Ah oui, il manque le développement. Sérieusement, on n'a eu aucun développement des personnages depuis le début. Je rappelle quand même, ça fait 6 ans que le premier film est sorti. On aimerait bien voir comment nos personnages ont évolué. Ça paraît être la moindre des choses. Je veux dire, il y a beaucoup de questions qui se posent. Que fait Anna de ses journées? Est-ce qu'elle a un rôle de princesse à la cour? Que fait Christophe? Est-ce qu'il est toujours livreur de glace? Je pense pas, vu qu'il est quand même fiancé à la princesse. Qu'est-ce que Olaf fout sans nuage, par exemple? Je rappelle quand même que c'était grâce à ce nuage magique qui pouvait ne pas fondre en été durant le premier. Et là, je rappelle qu'on est qu'en automne. Et enfin, les questions les plus importantes. Est-ce que Elsa est une bonne reine? Comment est-ce qu'elle gouverne? Comment elle s'en sort avec ses pouvoirs? Est-ce qu'elle arrive un peu à surpasser son traumatisme d'enfance? Comment se porte-t-elle? Bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? On sait rien. On sait absolument rien. On a juste une chanson qui nous dit « Ils vont bien ». Voilà, c'est tout ce qu'on a. Les personnages nous disent littéralement « Je vais bien ». Et c'est tout. Il y a tellement aucun développement que vous vous souvenez de la fête qu'on voit durant la chanson. Vous pouvez me dire ce que c'est comme fête? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que le peuple entier d'Arendelle est en train de fêter avec la reine? Bah non, on ne sait pas, parce que rien n'est dit. Il n'y a aucun développement dans ce début de film. Et vous vous souvenez, je vous avais dit de retenir la scène où Elsa se gêne les mains sur la rambarde, parce que justement, cette scène, aussi courte soit-elle, aussi innocente puisse-t-elle paraître, montre à mon goût tout ce que le début du film ne montre pas. Littéralement, quand on voit ce moment-là, on se demande justement comment elle s'en sort avec ses pouvoirs, vu qu'apparemment, juste d'être surprise, elle lâche de la glace. On nous rappelle qu'elle est reine, vu que le conseiller vient l'appeler. On aimerait savoir comment elle gouverne, on aimerait voir ce qu'il attend dans la chambre du conseil. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Et surtout, est-ce que le peuple vit bien, à la longue, le fait d'avoir quand même une personne qui a des pouvoirs magiques pour reine, en fait? Je rappelle, un minimum, c'est peut-être une période, sorcellerie, bûcher, tout ça. Donc bon, je rappelle quand même que c'est pour cette raison-là qu'Elsa a fui au début du premier. Quand on a découvert qu'elle avait des pouvoirs magiques, tout le monde tout de suite l'accusait de sorcellerie et tout. Donc voilà, on sait pas. Déjà, à la fin du premier, les gens étaient juste heureux. La malédiction du froid élevé, ça va. Notre reine est une déesse, on le vit bien, tout va très bien. Voilà, et on en est qu'au début. Bref, revenons à la suite du récit. Les 5 protagonistes se font un petit jeu de devinette où certains doivent imiter. Bref, en vrai, je déteste ce jeu. Et encore une fois, cette scène a très bien servi la bande-annonce parce qu'on les voit ensemble, ils sont heureux, tout ça. Bref, je ferai remarquer que pour l'instant, on avait eu 2 extraits postés sur YouTube avant la sortie en salle, qui étaient donc le pique-nique avec Olaf et le jeu de devinette. Je ferai juste remarquer que, outre pour l'aspect graphique, notamment dans le premier extrait, on voit surtout des extraits d'interaction entre les personnages comme s'il y avait justement une évolution, un développement, quelque chose qui n'est justement absolument pas là dans ce début de film. J'y reviens encore une fois, ça m'en fout. Donc Olaf triche allègrement pour faire gagner son équipe, et alors que c'est au tour d'Elsa d'imiter, la pauvre, elle entend à nouveau cette fameuse voix qui semble la plus au loin, qu'elle est toujours la seule à entendre d'ailleurs. Suite à quoi elle décide de se retirer, soi-disant parce qu'elle est fatiguée. Bref. Pendant qu'Anna se pose des questions sur l'attitude de sa sœur, nous assistons au plus gros problème de Christophe. Il essaye enfin de demander Anna en mariage, chose que je ne comprends toujours pas, vu qu'à la fin du 1, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient ensemble, ils avaient l'air d'être bien assez heureux, il me semble. Je veux dire, je vois pas pourquoi ils stressent à ce point-là pour la demander en mariage, la réponse sera oui forcément. La preuve qu'ils sont ensemble en partant rejoindre Elsa, Anna l'embrasse littéralement sur la bouche. Bon, je veux dire, à partir de là, tu te dis, ça va être ok, quoi, y a pas besoin de stresser. C'est un cliché, bref, passons. Mais je vais pas développer ce problème tout de suite, on va y revenir après, on aura le temps. Anna rejoint Elsa dans la chambre. Oh, mais arrêtez avec ça! Et s'aperçoit que cette dernière a mis le châle de leur mère, ce qui est un signe qu'effectivement, elle ne va pas très bien. Ce qui aurait été intéressant à développer, n'est-ce pas, de montrer qu'Elsa reste quand même encore très perturbée psychologiquement. On sent qu'il y a un problème. D'ailleurs, son attitude est très bien rendue durant le jeu des devinettes, je trouve. Pour la rassurer, Anna lui chante ensuite la berceuse de leur mère, suite à quoi elles finissent par s'endormir. Mais au beau milieu de la nuit, voilà que la fameuse voix revient réveiller Elsa, laquelle se lève et décide d'entamer une chanson, encore une, on en est à un quart d'heure, il y a déjà 3 chansons, super, qui est littéralement la meilleure chanson du film. On sent qu'ils ont vraiment voulu faire un libéré-délivré numéro 2, mais honnêtement, cette chanson a quand même quelques problèmes. Encore une fois, c'est subjectif. Disons que je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec cette chanson, et le fait d'utiliser l'air de la voix dans la chanson, c'est très bien fait. D'ailleurs, j'avoue que la chanson est assez particulière et plutôt sympa. C'est pas pour rien que c'est la première, hein, la numéro 1 du podium. Mais cette chanson est également un très bon moyen pour moi de faire une transition vers la technique de la transition. Alors, comment je vais pouvoir expliquer ça? Dans les dessins animés de Disney, à quoi servent les chansons en général? De manière globale, elles servent vraiment à 2 choses. 1. Présenter un personnage. C'est pour ça que les chansons des méchants sont toujours les meilleures, parce qu'ils disent toujours à quel point ils sont méchants, à quel point ils sont heureux, et c'est toujours tout à fait jouissif. Et les chansons des gentils très chantes, parce que ça répète tout le temps du « ah là là, pauvre de moi, je suis gentil, ah là là, je cherche ma place », tout ça. Bref, de toute façon. Soit à marquer un moment très important.
Par exemple, dans La Belle et la Bête, la chanson Tuons la Bête montre vraiment le moment où Gaston décide de motiver le village entier pour aller tuer la bête. Bref, c'est un moment important, épique, ça méritait une chanson, c'était bien choisi. Bon, elles sont pas toutes de cette qualité-là, malheureusement. Sauf que certaines chansons de La Reine des Neiges 2 ont inventé une troisième utilité aux chansons de Disney. À savoir, comme je l'appelle, la technique de la transition, comme dit précédemment, qui permet ni plus ni moins de faire avancer le scénario sans aucun développement. Vous allez comprendre. Cette technique de transition permet à un personnage de partir au début de la chanson d'un point A et d'arriver à la fin de la chanson à un point B. Enfin, je dis B, mais selon le degré, ça peut être jusqu'au point scénaristique Z, au point où on en est. Et la chanson que chante Elsa, dans un autre monde, est un parfait exemple de cette technique. Au début de la chanson, Elsa dit clairement qu'elle ne veut pas écouter cette voix, qu'elle ne veut pas suivre ce que lui dit cette voix. Pour elle, cette voix n'existe pas. À la fin de la chanson, elle est littéralement en mode « Je te suivrai n'importe où, je ferai tout ce que tu diras, je n'écoute que toi ». Du coup, ça rend la chose tout à fait incohérente, parce que nous n'avons pas eu d'explication plausible. Encore une fois, un gros problème de développement. Mais on s'en fout, ça permet au scénario de continuer. Notre scénario est une passoire, mais au moins il avance. Et vous allez voir que cette technique, le film va l'utiliser au moins une ou deux fois de plus, parce que quitte à tricher quand on n'aime pas développer ses personnages, c'est bien pratique. Non, parce que vraiment, je ne plaisante pas, le changement est vraiment radical. En plein milieu de la chanson, Elsa décide tout simplement de faire l'inverse de tout ce qu'elle disait avant. Alors bon, on aurait quelques pseudo-explications, mais franchement, on comprend mieux avec la chanson en VO, et j'ajouterais même qu'on comprend encore mieux avec la chanson en japonais. Je vous invite à les comparer les trois, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le coup, les japonais ont encore mieux expliqué la chose qu'en VO. C'est quand même incroyable. Hein. Tiens, puisqu'on est sur cette chanson, j'en profite pour vous parler un peu de la traduction française. Comme lors de Point d'avenir sans nous, il y a là aussi une ou deux petites phrases qui m'ont un peu fait bugger la première fois. Alors non, c'est pas un plaisir de tirer toujours sur la VF, mais ouais, des fois c'est croustillant. À un moment donné dans la chanson, Elsa dit en français « Que veut cette voix, celle qui me maintient éveillé, est-ce un vent de liberté, un chemin abandonné ?» C'est joliment tourné, mais ça veut dire quoi ? Un chemin abandonné ? Alors qu'en anglais, elle dit, avec une traduction toujours approximative, « Que veux-tu, puisque tu me maintiens éveillé ? Es-tu ici pour me distraire, ou alors fais-je une grosse erreur ?» En gros, est-ce que je me trompe, quoi ? Donc, on est d'accord, c'est un peu plus clair. C'est certes moins poétique, mais ça a quand même un peu plus de sens. Attendez, c'est pas fini, le plus beau moment. Un peu plus loin, Elsa dit « Chaque jour, un nouveau défi, mélange de gloire et pouvoir. » Alors, c'est toujours très joli, mais ça veut toujours autant rien dire. Alors qu'en anglais, elle dit « Chaque jour est un peu plus difficile car je sens ton pouvoir grandir. » Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'est logique maintenant, voilà. Alors, je comprends que les traducteurs ont de moins en moins de temps pour traduire et que des chansons, ça doit être un enfer à traduire parce qu'il faut que ça rentre bien, même en français. Il faut faire attention à la synchronisation labiale. Il faut qu'il y ait pratiquement les mêmes syllabes et il faut que ça rime et maintenir en même temps le sens de la phrase. Mais là, on est d'accord, c'est une traduction tellement lointaine, tellement alambiquée, que ça perd juste tout sens. Ça ne veut même plus dire ce que c'était censé dire à la base. Bon, entre nous, ça reste meilleur qu'en québécois. Et enfin, le dernier point négatif de cette chanson, c'est que une fois de plus, on retrouve cette notion de spoil où le film se sent obligé de toujours te dire ce qui va se passer. On voit pleinement l'apparence des esprits de la nature, même si on n'est pas censé savoir qui ils sont, mais bon, avec ce qu'on a déjà vu au début, là, on voit carrément leur forme. On a même carrément des indices sur certaines choses qui se sont passées là-bas. En fait, c'est simple. J'ai l'impression que normalement, le film aurait dû faire développement de personnages, évolution depuis le premier, et ensuite développer les fils scénaristiques pour nous mener à la forêt, les esprits, tout ça. Bref, à la suite du récit, quoi, l'élément perturbateur. Souvenez-vous de vos cours. Mais en fait, il fait pratiquement l'inverse. Il part du développement de l'élément perturbateur pour nous préparer à ce qui va suivre, comme pour nous garder hypés, des fois qu'on le soit déjà pas assez. Et à partir de là, il veut rusher l'aventure et oublie complètement les personnages eux-mêmes. Voilà, la seule chose qui compte, c'est l'aventure. C'est tout. On a eu les bandes annonces, on a eu l'intro, on a tout eu, mais non, il faut qu'on continue à nous prévenir de ce qui va venir entre Olaf, entre la chanson. Donc, après avoir bien réveillé tout le château, Elsa lance un sort, enfin je crois, de manière instinctive dans la chanson, va savoir, de toute façon, pas trop d'explications, qui fait apparaître des tas de glaçons dans l'air, avec sur chacun des symboles des esprits. Voilà. Les mêmes symboles qu'il y avait sur les menhirs du début. Et surprise, Elsa les reconnaît direct. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer comment
comment elle les reconnaît aussi facilement, alors que je doute qu'il y ait un seul bouquin qui traite de ce sujet dans la bibliothèque d'Arendelle. Suite à quoi, après les avoir nommés, littéralement, les esprits décident de réveiller tout le monde et de créer l'apocalypse et de chasser tout le monde hors d'Arendelle. Le feu fout le camp, l'eau aussi, l'air se déchaîne, la terre aussi. Donc pour l'instant, j'en vois pas trop la finalité, j'espère qu'on aura une explication dans la suite du film. Wink wink. Une fois que tout le monde a été chassé dans les bois, Elsa dit à Anna qu'elle a réveillé les esprits de la nature. Là encore, j'aimerais avoir une petite explication sur comment peut-elle l'affirmer avec autant d'assurance et surtout, pourquoi emploie-t-elle le terme « réveiller ». De mémoire, on n'a jamais dit que les esprits de la nature étaient endormis. On sait qu'ils sont très en colère, mais à aucun moment on a dit qu'ils étaient endormis. Est-ce qu'on pourrait dire au personnage d'arrêter de lire le scénario, s'il vous plaît ? Merci. Et, en plein milieu d'offuscation d'Anna suite au fait que sa sœur ne lui a pas dit qu'elle entendait une voix dans sa tête depuis des jours, les trolls décident de débarquer. Il m'a manqué ceux-là. Le chef troll, vous vous souvenez, celui qui avait ôté la mémoire d'Anna, là, Mister Incohérent scénaristique, là, commence à utiliser ses visions magiques pour savoir ce qu'il doit faire pour la suite du scénario. Et on voit ce que l'intro nous a appris, barrage, baston, bref. Apparemment, une erreur a été commise et le chef troll a également quelques phrases extrêmement subtiles. Je ne vois point d'avenir. Et du coup, il a compris qu'il y avait une sorte d'erreur qui avait été commise et qu'elle doit être réparée pour apaiser les esprits de la nature. Voilà. C'est quand même bien pratique les chamans, hein, c'est quand même bien commode pour lancer la suite de l'histoire. Hein. Donc Elsa comprend qu'il faut aller dans la forêt des Nortuldra et préfère y aller seule vu que c'est elle quand même qui a des pouvoirs magiques. Et accessoirement qui entend une voix. Sauf qu'Anna n'est pas contente et sort des arguments relativement foireux. Je te rappelle que j'ai escaladé la montagne du Nord. Sauf que il me semble qu'elle l'a pas gravi toute seule, que si elle n'avait pas été accompagnée d'un certain marchand de glace, elle se serait sûrement beaucoup moins bien débrouillée et aurait fini en pâté pour loup. Survécu au cœur de glace. Alors, ma petite biche, on va se calmer tout de suite. Je te rappelle justement que c'est ta sœur Elsa, ici présente, qui t'a libéré du cœur de glace. Alors oui, c'est elle qui te l'a balancé, mais c'est elle qui te l'a libéré quand même. Techniquement, Anna est morte dans le 1, donc tout argument visant à dire que Elsa aurait bien besoin de son aide est plus ou moins superflu, vous en conviendrez. Donc, tout le petit groupe décide de partir en direction de la forêt, et le chef troll se porte garant pour veiller sur le peuple d'Arendelle durant leur absence. Et une fois plus, nous manquons tellement de développement que nous sommes incapables de dire si le peuple d'Arendelle est au courant de l'existence des trolls. Pour petit rafraîchissement de mémoire, je rappelle que dans le 1, les parents d'Elsa et d'Anna vont voir les trolls en cachette, que bien que Christophe ait été élevé par eux, Anna est relativement très surprise de les voir. Donc est-ce que tout le peuple d'Arendelle, celui qui était surpris que leur reine ait des pouvoirs magiques au début, est au courant de l'existence des trolls? Bref, toujours est-il qu'on n'en sait absolument rien. On va dire qu'ils sont au courant et puis voilà, parce qu'on n'est plus à ça près. Donc le petit groupe est parti pour la forêt. Olaf est censé être drôle mais ne l'est absolument pas durant tout le voyage, avec des devinettes qu'il se fait à lui-même, et avec un humour qui est censé faire rire les enfants de 6 ans, enfin bref tu me diras c'est un peu normal. Notez par ailleurs que aucun garde n'a eu l'air de juger bon d'escorter la reine et la princesse, je dis ça je dis rien, et durant ce trajet il y a un petit point positif que j'ai envie d'énoncer, c'est juste lorsqu'on voit le château d'Elsa en arrière-plan, parce que ça crée un petit sentiment de nostalgie et ça crée en plus un lien de continuité, et en plus ça fait du bien de voir qu'il est toujours là, qu'il a pas fondu. Durant le trajet, Christophe, fidèle à lui-même, fait une deuxième tentative de demande en mariage, et je dois annoncer que elles sont quand même très drôles ces demandes en mariage, hein. Les expressions faciales, les hésitations des personnages, la compréhension qui s'installe, les quiproquos, et surtout les expressions faciales d'Anna, qui sont absolument impayables. J'avoue que ça, c'était très bien fait. T'inquiète pas, Christophe, la note arrive. Finalement, après avoir été rendu à moitié fou par le mauvais humour d'Olaf, le petit groupe arrive devant la barrière de nuages, suite à la malédiction qui empêchait tout le monde d'entrer ou de sortir de la forêt. J'aime particulièrement l'ambiance qu'il y a durant cette scène, parce que le calme environnant, le coucher de soleil, l'ambiance globale, je sais pas, elle a quelque chose de confortable. Bref, grosse surprise, on se rend bien compte qu'on ne peut pas passer cette barrière de nuages. Olaf trouve évidemment une manière de s'amuser avec ça. Merci de toujours gâcher le sérieux de la scène, Olaf. Sauf qu'apparemment, les nuages s'écartent devant Elsa. Bon, ça paraît logique, après tout, c'est elle qui entendait la voix. Et on peut dire qu'ils ont bien visé sur les kilomètres de barrière de nuages qu'il y avait, puisqu'ils tombent pile poil devant l'emplacement où il y avait les stèles de pierre du début. Bon, c'est un détail, c'est spectacle. Bref, les 5 protagonistes s'enfoncent alors dans ce lieu mystérieux, et Olaf fait encore une fois preuve d'une subtilité hors norme. Une forêt enchantée est ce qu'on appelle un lieu de transformation. Je sais pas ce qu'il a avec le changement, faudrait peut-être lui dire d'arrêter de nous préparer mentalement. Et il ajoute en plus... J'ai hâte de voir dans quel état chacun d'entre nous ressortira de cet endroit.
Encore une fois, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit sur le syndrome du spoil de ce film. On est à genre 20 minutes du film et on en a déjà largement suffisamment parlé. Et apparemment, même les nuages sont pressés de voir la suite de l'histoire puisqu'ils poussent littéralement les personnages à l'intérieur de la forêt. On peut pas y entrer, mais pour une fois qu'il y a des visiteurs, ils se privent pas. Et enfin, nous découvrons ce lieu enchanteur qu'on nous tease depuis le début du film. Cette forêt enchantée d'où personne n'est entré depuis 34 ans. Retenez bien cette date-là. Personne n'est entré dans cette forêt depuis 34 ans. Et apparemment, les lieux sont très jolis. Cette forêt a l'air d'être toujours en mode automne. Dans le premier, c'était l'hiver éternel, et puis maintenant, c'est l'automne éternel. Hein. On commence à avoir un pattern, je crois, non? Bon, après, la caméra nous fait évidemment le coup du « il y a une présence mystérieuse ». Oulala, qu'est-ce que c'est étrange. Et en visitant, Anna et Christophe trouvent le barrage qu'a construit leur grand-père. Vous vous souvenez, c'est celui qu'on a vu déjà 2 fois depuis le début du film. Et nous découvrons par la même occasion que les architectes de l'époque étaient de sacrés tanches, parce que, alors que nos deux tourtereaux ne sont même pas des architectes, ils comprennent du premier coup d'œil que si le barrage devait céder, Arendelle serait immédiatement englouti sous les flots. Gros GG le roi d'Arendelle, hein. Bref, devant ce paysage bucolique, Christophe s'élance pour faire sa demande en mariage une 3e fois, et elle est toujours aussi hilarante devant l'incompréhension des deux personnages. Anna qui est beaucoup trop stressée, Christophe qui est maladroit comme pas possible, d'ailleurs il l'avait annoncé lui-même dans la chanson, tu me diras. Mais, est-ce que le problème de Christophe ne commence pas à être un tout petit peu apparent pour vous aussi? Comprenez-moi bien, nous sommes dans un endroit merveilleux, enchanté, inconnu, dont on ignore tout ce qui s'est passé depuis 34 ans. Le film nous le tease depuis le début. Donc moi, genre, là, maintenant, tout de suite, ce que j'aimerais en tant que spectateur, ce serait une phase d'exploration. Une phase d'exploration où l'on voit ce qu'il y a enfin dans cette forêt, au moins il y aurait quelques indices. Honnêtement, à part le fait que ce soit très beau, on sait même pas pourquoi c'est une forêt magique. Mais Christophe, lui, non. Non. Lui, Christophe, la première chose qu'il se dit, c'est « Cet endroit est parfait pour une demande en mariage ». Alors oui, c'est une manière de voir les choses. Ah oui, bon, je sais qu'au début, c'est pas lui qui pensait, c'est Sven qui lui fait signe. Mais bon, voilà, merde quoi. Ce genre de demande en mariage, c'est un tout petit peu la dernière chose à laquelle je le penserais dans cette situation. Alors que Anna part à la recherche de sa sœur, vu que le groupe s'est séparé, évidemment, dans tous les films, quand on arrive dans un endroit inconnu, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Donc Olaf, qui a réussi à se perdre je ne sais comment, je veux dire, ok, ils se sont séparés, mais là, les paysages sont tellement différents, je comprends même pas comment il s'est démerdé pour se perdre en plus, commence à pas être trop rassuré, et nous commençons à voir d'un peu plus près certaines petites anomalies qui se passent dans cette forêt. On voit des feuilles qui bougent, des bruits étranges, la terre qui fait ce qu'elle veut, qui vit sa vie, ce qui met de plus en plus Olaf en stress, ce qui est pas pour me déplaire, hein, d'habitude c'est lui qui brise le sérieux des scènes, bah là au moins, c'est son humour qui est brisé. Quoi, comment ça, je suis pas tolérant avec Olaf, pas du tout? Et donc, durant cette phase stressante et mystérieuse, quelle est la première chose que fait Olaf? Il chante! Évidemment qu'il chante! Moi aussi je ferais pareil dans ce genre de situation. Est-ce qu'on peut plus briser l'ambiance de la scène que ça? Sérieusement. Quand je vous disais qu'on aimerait une phase d'exploration, eh ben non! À la place, vous avez une demande en mariage et une chanson. Faut dire, ça fait longtemps qu'on en avait pas eu, tiens. Je rappelle qu'on est à environ une demi-heure, il y a déjà eu 4 chansons. Mais ce qui m'énerve le plus, ce n'est pas tellement qu'il y ait une chanson à un moment absolument pas adéquat. Ce qui m'énerve le plus, c'est la qualité même de la chanson. La première fois que j'ai vu le film, c'est en voyant cette chanson que j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur les mecs quand ils ont fait le film. Honnêtement, rien ne va dans cette chanson. C'est probablement une des pires du film. Pourquoi? Je vais vous dire moi pourquoi. Primo, le moment est horriblement mal choisi, comme je l'ai dit précédemment. Deuxièmement, le thème est incohérent, parce que le thème, du coup, j'en ai pas parlé. Olaf, pour combattre sa peur, essaie de se convaincre qu'il comprendra tout quand il sera plus grand. Alors je sais qu'il avait déjà une fixette sur le changement, parce qu'il faut bien spoiler, mais j'ai pas dit qu'au début, il faisait également une fixette sur le fait de grandir. Alors, primo, c'est incohérent vu que c'est un putain de bonhomme de neige, n'est-ce pas? Et deuxièmement, pourquoi vous avez mis ça? J'aimerais parler au créateur du film. Quel est le message derrière ça? Je veux dire, c'est pour que les enfants s'identifient plus? C'est quoi en fait? Qu'un bonhomme de neige magique ait des crises existentielles? Pourquoi pas? Mais qu'il pense grandir? Non, Olaf ne grandit pas. On peut dire peut-être qu'il évolue mentalement, mais bon, si seulement c'était le cas. Ou alors le terme est extrêmement mal choisi. Bref, la chanson, c'est vraiment quand je serai plus grand. Et troisième point qui fait que cette chanson est mauvaise, bah c'est qu'elle est pas terrible, quoi. Je veux dire, dans 2 ans, c'est sûrement pas une chanson de Disney dont on se souviendra, ça je vous le dis. Alors qu'on aurait aimé une phase d'exploration qui nous mette dans l'ambiance, parce que là, vraiment, l'ambiance était posée, vous auriez pu faire un truc incroyable, mais non, vous avez préféré tout gâcher avec cette chanson, qui non seulement détruit toute l'ambiance, mais en plus permet d'avoir une, entre guillemets, pseudo phase d'exploration en 2 minutes. C'est pratique, hein? C'est
pratique les chansons, hein, ça permet de pas développer, comme d'habitude depuis le début du film, les chansons qui servent de raccourci, de transition, comme je l'ai dit précédemment. Parce que en plus, le pire, c'est que tout ce qu'on voit durant la chanson est intéressant, je veux dire, quand on voit la terre qui s'écroule sous les pieds d'Olaf, la pierre qui essaie de l'écraser, les feuilles qui bougent, les bruits bizarres, la créature étrange dans l'eau, le fait qu'on voit une trace gigantesque, dans cette caverne, vous voyez là, les yeux rouges avec des dents pointues, on les reverra pas de tout le film. Donc, on sait pas ce que c'est, on nous les colle sous le nez et on va surtout pas nous montrer ce que c'est. On ne va surtout pas nous montrer tout le potentiel que pourrait avoir cette forêt, n'est-ce pas? On nous a dit qu'elle était magique, donc elle est forcément magique. Pas besoin de nous le montrer. Mais bon, tout ça ne sert que d'ingrédients hypants pour le public. Mais sans développement. C'est incroyable ce concept. On ne veut pas développer, mais on veut hyper. Les mecs, à un moment donné, il faudrait peut-être aussi penser à raconter une histoire un jour. Bref. Je m'énerve, déjà. Bon, passons. Et pourtant, je tiendrai à dire que, malgré toute la colère que peut m'inspirer cette chanson, je dois dire qu'elle n'est pas dénuée de qualité. Bon, déjà, traduction française, relativement mot à mot par rapport à la VO, il n'y a pas grand chose qui diffère, comparé aux autres chansons. Au moins, il n'y a pas eu une phrase complètement foireuse. Je tiens à dire que Danny Boone fait un excellent travail, parce que chanter avec la voix d'Olaf, faut quand même se lever tôt. Mais j'ajouterais qu'en plus, au niveau instrumental, cette musique est peut-être une des plus intéressantes du film. Ça me coûte quand même un petit peu de l'admettre, mais je sais pas, quand j'ai écouté l'instrumental, j'ai trouvé que ce petit côté un peu jazzy, un peu parfois instable, mi-sympathique, mi-mystérieux, était pas mal mêlé, surtout la fin en fait. Le final avec le coup de trompette ou de saxophone, ça j'avoue c'était bien vu. Bon, maintenant on va arrêter de faire des compliments à cette chanson et on va passer à la suite. À la fin de sa chanson, Olaf est agressé par l'esprit du vent, qui en a autant barre que moi, et qui va d'ailleurs agresser le restant du groupe. Donc tout le monde est pris dans un tourbillon d'air qui les soulève du sol carrément, et Olaf en profite d'ailleurs au passage pour casser encore une fois le sérieux de la scène, et alors que Elsa utilise un de ses pouvoirs pour sauver Anna, l'esprit du vent semble entièrement se concentrer que sur elle et relâche tous les autres. Alors pourquoi l'esprit de l'air la focus comme ça, j'en sais rien, je sais pas, ils doivent sortir quelque chose, bon c'est toujours c'est elle qui a entendu une voix et qui a pu ouvrir la barrière de nuages, mais bon. S'engage alors un 1v1 entre Elsa et l'esprit du vent, durant lequel, chose étrange, des souvenirs semblent réapparaître magiquement en glace. Donc pour l'instant on comprend pas trop pourquoi, mais je suppose qu'on aura la réponse plus tard. Du moins je l'espère. Et j'avoue que j'aime beaucoup les quelques secondes que dure ce combat. Déjà, ce qui me fait vachement plaisir, c'est de voir que c'est Elsa qui fight toute seule, avec ses pouvoirs qui se déchaînent et tout. Enfin, on utilise un peu son potentiel, mais en plus le moment où on entend la voix qui s'élève derrière, qui accompagne très bien l'action, ça j'avoue, j'adore. Bon, c'est peut-être pas assez longtemps, mais c'est pas grave. Donc Elsa fout une bonne grosse raclée à l'esprit du vent à grands coups de blizzard dans la gueule, et apparemment surprise, cela a fait apparaître des statues de glace. Curieux. Alors au début, tout le monde, héros comme spectateur, est plus ou moins étonné, mais Elsa semble très vite comprendre qu'il s'agit là de moments figés, comme elle le dit elle-même, et c'est à ce moment qu'arrive une des plus grosses incohérences du film. Anna demande à Olaf de lui répéter une théorie qu'il lui aurait présentée par le passé. Petit détail, en essayant de retrouver la bonne théorie, Olaf énonce une théorie sur les technologies avancées qui sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors, c'est rigolo 30 secondes, mais je rappelle quand même qu'on est à une époque médiévale, donc technologie avancée, voilà quoi. C'est à peu près aussi drôle que la blague de Maui sur Twitter. C'est drôle au début, mais quand il réfléchit 30 secondes, c'est complètement con. Et au final, il semblerait qu'Olaf avait une théorie sur l'eau. D'après lui, l'eau a été bue minimum par 5 personnes avant que nous la buvions nous-mêmes, et que ce faisant, l'eau se souviendrait d'absolument tout. Ce qui donne lieu à la fameuse phrase « l'eau a de la mémoire ». Quand je vous aurai expliqué le problème à venir, vous allez vite ne plus supporter cette phrase. Et donc sur cette théorie foireuse, parce que oui, cette théorie est complètement foireuse, je veux dire, il n'y a aucune vraie logique, tout le monde comprend que les statues de glace ici présentes sont des souvenirs. Pourquoi pas ? L'esprit du vent, qui est devenu gentil après la baston, rejoint le petit groupe et désigne à Anna et Elsa une statue qui, en fait, représente leur père, sauvé par une femme dont on ignore tout. Mais on n'a pas le temps de s'y attarder parce que déjà des bruits étranges s'élèvent des bois, mettant le petit groupe sur la défensive. Notez que pour se défendre, Anna arrache une épée de glace à une des statues, sans casser la main qui la tenait cependant, j'aimerais bien savoir comment elle a fait, et dans sa fougue, attaque littéralement les bruits étranges. Et surprise, ces bruits étaient occasionnés par la tribu des Nortuldra, qui somme Anna de lâcher son arme. Lol. Oui, du coup, au moment où on les voit, on le sait avant les personnages principaux, vu que le film a eu la volonté de nous montrer à quoi ils ressemblaient. Ça aurait été vachement plus intéressant de le découvrir en même temps que les personnages, mais bon, passons. Mais oh là qui voilà, la garde d'Arendelle, qui somme à son tour la tribu des Nortuldra de lâcher leurs armes. Double lol, vu qu'il ne s'agit que de bâtons. Et dites-moi, il y a rien qui vous choque ? Rien du tout. Un tout petit détail. Rappelez-vous la date, pour voir si quelque chose vous revient. La baston, le brouillard, 34 ans que ça dure.
Voilà, ça commence peut-être à venir là. Oui, ça fait ni plus ni moins 34 ans que les Northuldra et les gardes d'Arendelle se bastonnent. Donc, encore un élément qui forme une des plus grosses incohérences du film, qui a d'ailleurs l'obligeance de nous faire la bonté d'un jackpot de 2 incohérences. Bon, déjà, comment des humains ont fait pour survivre à l'attaque des éléments? Parce que ils ont disparu, certes, mais on ne sait pas quand exactement. Est-ce qu'ils ont disparu dès que le brouillard est arrivé? Est-ce qu'ils sont partis plusieurs années après? On ne sait pas. Une fois de plus, comme d'habitude, on ne sait pas dans ce film. Mais surtout, la deuxième incohérence qui me choque, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir encore des Northuldra en vie quand ils ne se battent qu'avec des bâtons, alors que les soldats d'Arendelle sont des hommes entraînés, des guerriers, des soldats, qui sont armés d'épées, de boucliers, qu'ils portent peut-être des armures légères sous leurs vêtements? Osez me dire que cette image-là n'est pas tout à fait ridicule. Donc, si je tenais à prendre cette situation en compte, ça voudrait dire que ça fait 34 ans, je me répète, que les deux camps se battent toujours, alors qu'ils ont eu un ennemi commun qui a dû bien décimer leur rang comme il fallait, hors champ bien sûr, et que malgré ça, ils ont continué à se battre, et qu'à aucun moment en 34 ans, il n'y a eu de discussion possible. Pas une seule fois, en plus de 3 décennies, les deux camps n'ont pensé à dire « Stop, si on s'expliquait, parce qu'on se bat, oui mais pourquoi? Parce que vous êtes méchants. Oui mais vous aussi vous êtes méchants. Oui mais non, c'est vous. Ah non, c'est vous qui avez commencé. Bah attendez, il y a comme qui dirait un quiproquo là, il me semble. » Donc en passant, la situation n'a strictement pas évolué depuis 34 ans dans cette forêt. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Mais bon, pour les besoins du scénario, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et finalement, les deux camps décident de se jeter sur Anna pour lui arracher son arme, littéralement. C'est un peu overkill tout ça, mais en passant. Mais Elsa décide de mettre le holà et neutralise littéralement les deux armées. Difficile de les appeler comme ça. Soit dit en passant, les gardes d'Arendelle qui défient un peu les lois de la gravité, mais en passant. Et finalement, Christophe qui fait enfin une réflexion utile. Ils sont prisonniers depuis tout ce temps. Mais pas tant que ça, vu que le scénario lui dit de la fermer. Oui, que fait-on maintenant? Donc Christophe, cantonne-toi à ton rôle de running gag. Idon, vous trouvez pas que ça fait un petit moment qu'Olaf a pas été insupportable? Moi je dis c'est le moment de le ramener un petit coup sur le devant de la scène, hein. Parce que oui, Olaf décide littéralement de raconter l'histoire des deux sœurs, bref, de faire un résumé de la Reine des Neiges 1 à tout le monde. Bref, c'est un résumé à la Olaf, je veux dire, vaut pas beaucoup mieux que mon résumé d'introduction, même si mention spéciale pour la petite séquence chez Hanna parce que tu es né sans pouvoir. Mais ce qui m'énerve le plus dans cette séquence, c'est que ça casse le rythme du film. Déjà que le film avait pas l'air de vouloir nous faire découvrir grand chose, mais là alors qu'on découvre enfin quelque chose, on nous ramène sur des bases qu'on connaît, que c'est censé être drôle, mais bon, chacun ses goûts, moi bon, ça m'a gentiment fait sourire, que le fait que le sergent Mathias, le commandant des gardes d'Arendelle, soit autant transporté par son récit me paraît plus incohérent qu'autre chose, que cette séquence d'une minute et demie aurait pu être pliée largement plus vite, genre avec une transition, vous avez l'air d'être bien assez fort pour ça dans ce film, bref, qu'on ne développe absolument pas ce qui est nouveau sous nos yeux, et qu'on préfère perdre du temps sur quelque chose qu'on connaît déjà, et qui est là principalement juste pour faire rire, alors qu'en une minute et demie, t'as quand même le temps de développer certaines choses. Bref. Passons. À la fin, j'avais vraiment la même tête qu'Elsa pour le coup. Après, le sergent Mathias croit les protagonistes sur parole quand ils leur disent que Elsa est vraiment la reine d'Arendelle. Bon, ok, je suis mauvais, genre, elle leur fournit quelques preuves, même qu'elle connaît l'emplacement du tableau où il est affiché. Les leaders des deux groupes se chamaillent un peu quant à savoir qui a attaqué l'autre en premier. Donc bon, c'est pas grand chose, mais ça prouve encore une fois que le manque de développement a encore frappé. Et... on connaît enfin le nom du père des deux jeunes filles. Son grand-père, c'est le roi Runar, et du coup, leur père, c'était Agnar. Voilà, bon, plus qu'à trouver le nom de la mère maintenant. Bon, après, peut-être que leur nom a été dit dans le 1, mais bon, je m'en souviens plus trop depuis le temps. Donc, finalement, les soldats d'Arendelle décident de se ranger aux côtés de la reine, logique, prêts à reprendre les armes contre les Northuldra, mais Elsa apaise les conflits et exprime avec un petit peu plus de clarté qu'Olaf la vraie raison qui les mène dans cette forêt. Et petit détail qui me fait sourire, c'est que quand elle dit à la chef des Northuldra d'essayer de leur faire confiance, celle-ci répond qu'ils ne font confiance qu'à la nature. La même nature qui les a attaqués absolument sans raison. Quand je vous disais que c'était des pouilleux... Mais attention Elsa derrière toi! La caméra d'une présence mystérieuse! Et la présence mystérieuse était donc l'esprit du feu qui décidait d'attaquer tout ce petit groupe réuni, non sans un certain panache, il faut le dire. Je reviens là-dessus, visuellement c'est magnifique. Puis d'ailleurs, le choix d'avoir fait un feu fuchsia, franchement c'était une excellente idée. Je comprendrai quand je serai plus grand. Ta gueule, là c'est pas le moment. À présent, deuxième combat de boss, Elsa contre l'esprit du feu, dans un florilège de couleurs très bien choisi, tandis que Christophe décide littéralement de risquer sa vie pour aller chercher des rennes. Et que Anna essaie de rejoindre sa sœur pour des raisons que j'ignore. Bon, on voit bien qu'Elsa éteint le feu à tour de bras. Non, sérieusement, est-ce qu'on peut me dire pourquoi est-ce qu'elle se met en danger à ce point-là? Donc, une fois que les rennes ont été sauvées, et Anna sauvée de son seul trait de caractère, qui n'est autre que « je vais suivre ma sœur », Elsa poursuit l'esprit du feu, bien décidé à mettre un terme à ce combat. Ce dernier décidant de fuir puisqu'il voit bien qu'il est impuissant face au pouvoir d'Elsa. Et nous découvrons que cet esprit du feu avait pour réelle forme un lézard. Bon, on a compris, c'était inspiré de la salamandre. Et, petite chose que je ne comprends pas, lui qui était très en colère, se calme littéralement juste en regardant Elsa. Alors,
est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi l'esprit du vent, il a eu besoin d'un grand coup de blizzard dans la tronche, alors que le lézard, lui, bah, il regarde Elsa, et puis au final, il se refroidit. Et puis voilà, l'affaire dans le sac. Donc, je sais pas, il avait trop chaud au final, c'était ça qui l'énervait. D'ailleurs, nous découvrons également que cette salamandre a été faite pour vendre des peluches. Donnez-moi une seule bonne raison de le rendre aussi mignon. On s'est aperçu qu'Olaf n'était pas assez marketing, donc bon, fallait bien le remplacer. Bref, poursuivons, la voix résonne à nouveau, et apparemment, Elsa n'est pas la seule à l'entendre, vu que la petite salamandre marketing l'entend également. Et alors que Elsa s'apprête à s'élancer vers la suite du scénario, un screamer survient, Anna, pardon, très rassurée de constater qu'Elsa n'a rien, et Elsa commence évidemment à la réprouver sur le fait qu'elle se soit jetée dans les flammes pour la rejoindre, se mettant ainsi évidemment grandement au danger. Ce à quoi Anna répond que si Elsa ne voulait pas qu'elle se jette dans les flammes, bah elle n'avait qu'à elle-même ne pas aller jouer avec les flammes. Ce qui est une réponse vraiment très con, vu que comme je l'ai dit précédemment, Elsa a des pouvoirs, donc voilà, on a bien vu qu'elle maîtrisait le feu d'une facilité déconcertante, donc là on peut pas trop trouver d'excuses à Anna pour faire chier sur ce point-là, parce que qu'elle ait eu peur pour sa sœur, d'accord. Mais d'aller se jeter dans les flammes pour finalement faire quoi si elle était parvenue à la rejoindre? Surtout que quand elle était vraiment en danger, Elsa a vraiment éteint le feu dans un périmètre de 10 mètres autour d'elle en une seconde. Donc si Anna n'est pas capable de prendre conscience de sa propre connerie à ce moment-là, c'est pratiquement un cas désespéré en fait. Et c'est à ce moment-là que, en voyant le châle de la mère des deux princesses, enfin la princesse et la reine, les Nortuldra reconnaissent qu'il s'agit là d'un châle Nortuldra, du coup, ça coule de source. Ce qui signifie donc, mon cher Watson, que la mère des deux princesses, enfin de la reine des deux princesses, était donc une Nortuldra. Du coup, Elsa et Anna reviennent vers la statue de glace où figurait leur père pour voir justement d'un peu plus près la femme qui avait sauvé ce dernier. Et coup de bol, elles retrouvent sur cette statue exactement le même châle. Donc leur mère a gardé le même châle pendant 34 ans. Vache. C'est pas du made in China, hein. Mais du coup, ça me fait penser à un petit truc. Les deux sœurs ont reconnu leur père tout de suite, alors qu'il avait quand même 34 ans de moins. Donc, ça veut dire qu'elles savaient à quoi il ressemblait. Donc, il y a sûrement, dans le château d'Arendelle, des tableaux qui représentent ce dernier, quand il était jeune. Mais elles n'ont pas reconnu leur mère. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tableau de leur mère de cette époque-là, ce qui signifie donc qu'il n'y a même pas eu de tableau lors du mariage du couple princier. Enfin, royal, du coup. Donc, bon, si j'étais leur mère, j'aurais eu un peu le seum à l'époque quand même, hein, parce que... Ensuite, c'est évidemment encore une fois un détail pas très cohérent, hein, c'est un détail. Enfin bref, ce qui était important à retenir, c'est que c'est leur mère qui a sauvé leur père au moment de la grosse baston, et c'est alors qu'arrive une des scènes dont j'aimerais bien avoir l'entière explication.